L'idée, c'était de faire un panorama général sur les technologies utilisées par Doctrine pour faire son travail. Et donc, je vais essayer de vous en dire deux mots. Peut-être d'abord en deux secondes, moi je suis Hugo, le directeur juridique et Data Protection Officer chez Doctrine. Donc je m'occupe de tous les sujets juridiques, mais aussi forcément en tant que DPO, euh, ça va plus loin que et ça nécessite une bonne compréhension du fonctionnement général de l'entreprise à tous les niveaux, et donc bien sûr au niveau technique. Doctrine, vous devez nous connaître a priori, mais peut-être aussi en deux mots, on est une jeune société créée en 2016, qui comprend aujourd'hui 120 salariés, dont le but est de créer une plateforme d'intelligence juridique. Vous explique un tout petit peu plus ce que ça veut dire derrière, puisque c'est la base de toutes nos technos qui en dépend. Quelques chiffres rapidement. Euh, Pardon. J'essaie d'avoir le chat en même temps. Voilà, parfait. Donc, on a des chiffres dont on est assez fiers et qui peut-être sortent un peu aussi du lot de ce qu'on a l'habitude d'afficher. Bon, évidemment, 11 000 clients, ça, c'est une grande fierté, mais surtout 1 million de visiteurs uniques par mois. Donc, 1 million de Français qui se rendent chaque mois sur Doctrine pour consulter l'information juridique, puisque évidemment, on a un modèle d'abonnement payant et on s'adresse avant tout aux professionnels du droit, mais toutes les pages de Doctrine sont librement accessibles à toutes et tous, que ce soit par les moteurs de recherche ou directement en y accédant par un lien. Et donc, ça nous permet aussi de contribuer à cette rediffusion de l'information juridique et c'est quelque chose dont on est extrêmement fier. De la même manière, on envoie une newsletter personnalisée et gratuite à plus de 150 000 personnes chaque lundi, qui comprend du coup des recommandations de contenu par rapport à l'activité sur le site. Et enfin aussi un aspect assez important, surtout dans l'écosystème startup. Le monde du droit connaît bien les grands éditeurs juridiques. C'est important aussi que je vous parle un peu de comment ça se passe du point de vue des startups. Et donc, on a suivi un modèle que je vois de plus en plus dans le monde de la legal tech en particulier, où je pense que la course à la grande levée de fonds, aux grandes annonces avec énormément de zéros derrière, mais aussi du coup à l'endettement et à la cession des droits de regard sur la société à des tiers, sont de moins en moins en vogue, l'étaient très peu au début et le sont de moins en moins. Et donc on est une des premières legal tech rentables en France et en Europe. Mais encore une fois, c'est un modèle qu'on voit vraiment se développer compte tenu de la particularité de ce secteur. Et donc on est rentable depuis déjà 2 ans. Donc voilà en quelques mots. Et donc, Doctrine, qu'est-ce qu'on fait? Notre idée, c'est la plateforme d'intelligence juridique, à savoir centraliser le plus d'informations juridiques possible, tout ça au sein d'une même plateforme, contextualiser les informations juridiques les unes avec les autres pour ensuite fournir des services à valeur ajoutée, que ce soit au niveau de l'affichage d'une information en particulier, de la mise à jour de ces informations en temps réel, du coup tout un système de notification extrêmement avancé, voire des fonctionnalités peut-être un peu plus automatisées, telles que donc, le Document Analyzer qui permet d'identifier directement les sources citées dans un document, ou aussi par exemple des comparateurs de documents. On vient de sortir par exemple une fonctionnalité qui permet de comparer une convention fiscale au modèle de l'OCDE et donc d'identifier les différences par rapport au modèle de l'OCDE. C'est une fonctionnalité dont se servent beaucoup nos avocats fiscalistes. Comment ça fonctionne? L'idée à la base de Doctrine, et c'est celle sur laquelle je vais peut-être m'étendre un tout petit peu, c'est le legal graph. L'idée derrière, il y a quelques années encore, quand je demandais, parce que je suppose qu'il y a des étudiants aussi présents, s'ils connaissaient les moteurs Alta Vista et Yahoo, j'avais encore quelques réponses positives. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. C'est les premiers moteurs de recherche sur Internet. Ils étaient à l'époque très connus, non pas pour leur algorithme de recherche particulièrement performant, mais en fait pour leurs annuaires de liens, édités à la main par des petites mains qui farfouillaient le web et qui disaient, bah, pour telle notion ou tel mot, j'ai identifié telle ou telle source comme étant particulièrement pertinente. Et le génie du géant du web, Google, lors de son arrivée sur le secteur des moteurs de recherche, c'était de revenir à la sémantique du web et donc au maillage des informations les unes avec les autres. Sergey Brin et Larry Page, c'est des chercheurs à la base, ils ont la culture de la référence et donc ils se sont dit, bah, ce qui fait autorité sur un sujet, c'est pas celui qui cite le plus de fois ce sujet sur sa page, parce qu'il y avait certains moteurs de recherche qui fonctionnaient comme ça. C'est au contraire celui vers lequel tout le monde pointe, c'est celui que tout le monde cite. Et donc, leur algorithme consiste à suivre les liens sur Internet et à identifier qui est cité par les autres.
Et donc, le legal graph, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, une information juridique n'est jamais toute seule. Une information juridique est toujours citante et citée. Et donc, on essaye de retracer ces citations et ces liens entre les identités pour construire un maillage complexe et ensuite le retranscrire à nos utilisateurs. Donc, peut-être une vision plus concrète de ce que ça veut dire. Ça, c'est la manière dont on a rendu graphiquement le legal graph juste avant l'ajout des conventions collectives, conventions collectives, des conventions internationales du BOFIP qui viennent de s'y rajouter. Et donc, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement mouvant, une notion extrêmement mouvante qui se met à jour au fur et à mesure des ajouts de nouveaux contenus sur Doctrine. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est vraiment de revenir aux liens que les informations juridiques se font entre elles en permanence. Et donc, ces liens, ça peut être de l'autocitation, du commentaire, de la préparation, de l'appartenance. Il y a évidemment énormément de degrés. Et donc, le but ici, ça va être d'expliquer un peu comment on le construit. Euh, Évidemment, il y a toujours la possibilité d'utiliser la donnée publique et quand elle est disponible, c'est ce qu'on fait. Euh, ces liens sont quand même assez rares dans la donnée publiquement disponible, mais ce sera par exemple le cas entre deux articles de loi sur Légifrance. Quand un article va citer un autre, on aura ce lien directement. Et donc, évidemment, quand cette donnée est publiquement disponible, on ne va pas réinventer la roue et on va l'exploiter. Mais donc, surtout, évidemment, on va la construire nous-mêmes. La construction de ce legal graph repose sur trois grandes étapes. D'abord, la détection d'une entité et de son contexte. Ensuite, l'identification de cette entité, on verra la distinction. Et enfin, son stockage. Sur la détection, je ne vais pas non plus redire tout ce que Fabrizio a dit, puisque ça a été extrêmement complet, donc je vais peut-être avancer un peu plus rapidement sur cette partie. Il a raison, on fonctionne quand même assez similairement aujourd'hui tous dans notre secteur. Donc évidemment, il y a les règles métiers, les expressions régulières et le deep learning. Donc, en deux mots, les règles métiers, c'est la transcription en code de règles de base qui sont issues d'une connaissance générale du secteur. Donc par exemple, si dans une décision de cour d'appel, on voit chambre sociale, on peut assez sereinement classer cette décision dans la catégorie de droit social. Voilà, règle métier de base, si alors. C'est aussi, par exemple, juste des listes. Donc, par exemple, sur Doctrine, vous pouvez toujours nous envoyer des décisions qui ne sont pas sur la plateforme. Et ben, on vous demande de choisir la juridiction qui a rendu cette décision. Et donc, il y a une liste assez longue de toutes les juridictions qui sont prises en compte par la plateforme. Vous vous rendez évidemment compte tout de suite des limitations de ces règles métiers. C'est que c'est très peu, ce qu'on a, désolé pour l'anglicisme, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent français, scalable. C'est-à-dire que c'est difficile à maintenir et à mettre à jour en fonction des évolutions. Notamment, quand le tribunal de grande instance a été renommé tribunal judiciaire, il a fallu venir à la main éditer cette liste et se poser la question. Est-ce que le TGI et le TJ, ce sont deux juridictions différentes? Est-ce qu'on met un seul mot pour les deux avec, par exemple, un slash? Comment on gère cet aspect-là et comment on va le transcrire en code? Donc, ces règles métiers, elles sont utiles, souvent pour les cas les plus simples, mais elles connaissent de très grandes limitations. C'est pour ça que souvent, on va passer du coup aux expressions régulières. Donc, je ne me suis pas foulé, j'ai pris une définition de Wikipédia. En fait, je trouve que la manière la plus simple d'essayer de le comprendre, c'est le voir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Donc, l'expression régulière que je vous ai mise juste en dessous, ça a l'air un peu barbare, mais en fait, vous allez reconnaître assez vite, c'est l'identification d'un email. Et donc, en fait, le premier aspect entre crochets, ça veut dire un mot, slash, anti-slash W, ça veut dire un mot quelconque, suivi ou non d'un tiret et ou d'un point. Le plus bleu, ça veut dire que ça peut se retrouver plusieurs fois, donc on peut avoir plusieurs mots avec des points et des tirets entre les deux. Il faut forcément un arrobase. Ensuite, on a de nouveau des chaînes de mots, donc en plusieurs nombres ou non, qui vont identifier du coup le nom de domaine du site. Ça se termine par, du coup, en revanche, un nombre limité de caractères qui vont être entre 2 et 4 pour le nom de domaine de dernier niveau. Donc voilà, ça permet de matcher des adresses email. Et donc, évidemment, c'est très utile en droit, puisqu'il y a plein de moments où on va pouvoir essayer de matcher des choses, notamment, par exemple, des dates. C'est assez facile de représenter des dates de cette manière et donc de les identifier. Ça peut donner des trucs un peu complexes ou en tout cas un peu durs à maintenir. Ça, c'est une des 5 expressions régulières de ce type-là qu'on fait tourner
sur l'identification de référence à un texte de loi avant ensuite de repasser avec un algorithme de deep learning dont on va reparler juste ensuite. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on a essayé de prévoir énormément de cas qui vont du coup être issus de règles métiers. À chaque fois, en plus, il faut prendre en compte les différentes accentuations possibles, puisque là-dessus, je vous parle à partir du présupposé qu'on a de la donnée qui est propre. Aujourd'hui, c'est souvent le cas enfin, c'est entièrement le cas quand on se sert sur de l'open data, quand on traite de la donnée qui est issue de l'open data. Mais pour tout ce qui est décision un peu anciennes, les éditeurs juridiques, soit les obtenaient directement auprès des juridictions, soit les obtenaient via des abonnements auprès des juridictions elles-mêmes, auquel cas on recevait des PDF. Il fallait parfois ossériser, donc en extraire le texte, et dans ces cas-là, il est possible qu'il y ait des erreurs sur le traitement et l'obtention de la donnée. Et donc, on va avoir des O qui vont être remplacés par des zéros, des accents qui vont être mal pris en compte, qui vont apparaître ou disparaître, et ainsi de suite. Et donc, on est obligé à chaque fois de prévoir tous ces cas-là dans nos expressions régulières. Et donc, ça peut donner des monstres, hein, comme ce qu'on voit là, assez compliqués à maintenir et à mettre à jour. Donc ça, c'est aussi un exemple très rapide du coup de détection d'un mois pour reconstruire une date. Et vous voyez qu'à chaque fois, on est obligé d'essayer de prévoir les différents accents qui vont apparaître ou disparaître sur certaines lettres, sachant que donc cette expression régulière-là ne prévoit pas les zéros qui remplacent les O. Donc c'est pour ça qu'assez souvent, on finit sur le deep learning. Donc vous en avez déjà entendu parler. L'idée, c'est de montrer à la machine énormément d'exemples de ce qu'on voudrait voir et grâce à des calculs de probabilité, la laisser effectuer elle-même le paramétrage de qu'est-ce qui est priorisé pour atteindre ce résultat. Donc la différence avec du machine learning, et c'est qu'il y a dans le machine learning, on va montrer à la machine ce qui est attendu, ce à quoi elle doit faire attention, alors que dans le deep learning, on va vraiment juste montrer le résultat attendu et laisser la machine déterminer quels sont les critères importants. Et donc chez Doctrine, on utilise beaucoup de deep learning. On a actuellement en production 28 modèles entraînés sur des tâches différentes. Du coup, à chaque fois, pour des aspects assez spécifiques. Je vais peut-être vous parler un tout petit peu plus du coup des spécificités un peu de ce qu'on a fait. Donc, on se base aujourd'hui sur deux frameworks différents en fonction, donc évidemment, des évolutions technologiques. Entraîner un modèle, ça a un gros coût, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et donc, évidemment, on est obligé de le faire lorsque ça vaut le coup, mais aussi donc on ne peut pas changer en fonction des évolutions technologiques tous les jours, puisque à chaque fois c'est énormément de temps de développement, de maintenance et ainsi de suite. Donc nos premiers modèles, l'entreprise a été créée en 2016 et donc logiquement on a regardé à l'époque ce qui se faisait de mieux et donc ils sont basés sur un algorithme qui s'appelle BLSTM CRF qui était développé par Facebook à la base. Et donc, on a entraîné spécifiquement sur de la donnée judiciaire. Et en 2020, on a créé ce qu'on appelle le Legal Camembert. Donc, Camembert, en fait, c'est un modèle open source diffusé par l'entreprise Hugging Face, donc, entreprise américaine dans son implémentation géographique, mais très française dans son origine concrète, qu'on a entraîné plus particulièrement sur la donnée juridique, et donc ce qu'on a appelé le Legal Camembert. Et du coup, je vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est que le camembert, c'est un algorithme, du coup, enfin un modèle entraîné sur le français, qui du coup va produire du contenu de très bonne qualité en français. Vous voyez que donc, quand on lui demande de compléter la phrase parsée, le légal camembert est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on va attendre d'un modèle juridique. Et donc, avec ces deux modèles, on essaye de faire un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la détection des entités, donc identifier dans un corpus juridique une notion ou un élément d'intérêt pour la construction de notre legal graph. Quelques mots d'attention aussi. Donc, Fabrizio parlait de détecter enfin, du problème de la taille des documents, et c'est aussi un problème auquel on est confronté.
Aujourd'hui, donc les modèles de deep learning, ils vont permettre, on peut s'attacher en fait les appliquer mot par mot. Donc c'est extrêmement long à traiter et coûteux à traiter, mais ça va être utile par exemple pour ce qui est de l'anonymisation des décisions. D'autres méthodes qui permettent de traiter plus de données d'un coup, bah, c'est justement prendre de la hauteur et essayer de traiter, de faire donc les embeddings dont parlait Fabrizio, cette vectorisation, par exemple paragraphe par paragraphe. Et donc, une manière dont on travaille, nous, quand on a besoin de traiter un document en entier, c'est diviser ce document en paragraphes, vectoriser chaque paragraphe individuellement, avoir une couche qu'on appelle la couche d'attention qui va prioriser les vecteurs de chaque paragraphe en fonction de leur emplacement et d'autres critères parce que, par exemple, un paragraphe qui va en fait être juste un titre va forcément avoir moins d'impact sur la catégorisation du document qu'un paragraphe qui va contenir l'application d'une règle de droit. Et donc, on va avoir cette couche d'attention, faire la somme de tous ces vecteurs et ensuite avoir une classification et un vecteur sur l'ensemble du document en lui-même. Donc, peut-être deux mots aussi sur la manière dont on traite ces grands documents et cette donnée extrêmement longue. Je crois que la décision la plus longue qu'on ait sur le site, elle fait plusieurs milliers de pages, une décision en droit pénal où on a des centaines de parties civiles différentes. Et donc, grâce à ça, bah, on est capable de détecter donc ce qu'on appelle des entités. C'est un terme générique pour dire bah, tout type de notions juridiques dans un contenu, afin ensuite de travailler dessus. Première phase de détection. Ensuite, il y a l'identification. Une fois qu'on a concrètement bah, dit voici une entité qui est intéressante, il faut ensuite la faire matcher avec éventuellement d'autres entités, notamment pour vérifier ce dont on parle. Et ça, c'est aussi extrêmement compliqué. Donc, on va reprendre toutes les mêmes techniques que je viens de vous dire là, mais sur cette partie d'identification, notamment bah, pour s'assurer que deux façons de nommer la même chose, on les identifie bien comme étant la même entité. Donc, un exemple concret, enfin deux exemples concrets, c'est ici l'arrêt chronopost, où du coup, citer arrêt chronopost, il faut qu'on comprenne que c'est la même chose que la belle citation juridique que j'ai mise juste au-dessus. De la même manière, on a souvent ce problème, notamment avec les juridictions administratives qui ont l'habitude de ne donner que le nom de famille de l'avocat plaidant. Quand on voit Maître Martin, il y a 167 Maître Martin en France aujourd'hui. Il faut savoir de quel Maître Martin on parle. Et donc, c'est bien de détecter Maître Martin, mais en fait, c'est mieux de détecter que Maître Martin, c'est le Maître Martin qui est à la TOC G509, la date de prestation de serment XXX, et ainsi de suite. Et donc, toute cette partie d'identification de l'entité, elle va consister à prendre en compte tout ce contexte, à nouveau avec les mêmes types de technologies, pour s'assurer que on sait enfin, que deux entités avec une expression différente sont bien la même entité, et donc qu'on ne va pas avoir 50 personnes identifiées sur Maître Martin, ou à l'inverse, que la détection de Chronopost renverra bien vers le bon arrêt Chronopost. Enfin, il y a le stockage. Ça, c'est peut-être la partie la plus simple. Aujourd'hui, nous, on a décidé de le modéliser dans des tables, dans des bases de données assez simples. Donc, on en a un grand nombre de ce type-là et elles sont évidemment extrêmement denses, qui consistent à avoir simplement deux colonnes, l'une avec l'identifiant d'une entité et l'autre l'identifiant de là ou des autres entités vers lesquelles on renvoie, avec évidemment des informations d'eurodatage. Donc ça, par exemple, c'est la table qui représente notre frise chronologique. La ligne du haut, c'est la frise chronologique que je vous montre ici, avec du coup ces enfin une décision qui est liée à trois autres sur cette frise. Vie du lien, c'est une fois qu'on a fait tout ça, on s'arrête pas là, bien évidemment. Donc l'utilisation, c'est peut-être l'aspect le plus simple entre guillemets. Ça consiste, bah, comme je viens de vous le montrer, à retranscrire ce lien sur la plateforme. Donc bah, là, vous l'avez vu, la table de base de données que je vous ai montrée, elle se retranscrit sur cette belle frise chronologique qui est un peu iconique de Doctrine. Mais donc, on va utiliser aussi ces données, bah, notamment par exemple pour faire des alertes. Lorsqu'un nouveau lien va être créé, ça va créer ce qu'on appelle un événement qui va déclencher la mise à jour, enfin l'envoi d'alerte pour les personnes qui ont voulu être alertées de la création de ce nouveau lien.
Donc ces liens, ils sont vraiment au cœur du fonctionnement de Doctrine et au cœur de toutes nos fonctionnalités. La mise à jour, elle est extrêmement importante puisque, évidemment, un lien, c'est pas surtout en droit, avec la manière et la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui, c'est jamais une notion fixe. Et donc, c'est extrêmement important qu'on sache les mettre à jour en fonction de toute la donnée qu'on reçoit ou qu'on va aller chercher. Et enfin, c'est un autre point de vigilance auquel on pense peut-être pas souvent, mais tout ce système, c'est un peu un château de cartes où un petit changement à un instant T peut faire s'effondrer l'ensemble de la structure. Et donc, on a du suivi extrêmement détaillé et extrêmement attentif du fonctionnement de chaque algorithme à chaque étape pour s'assurer qu'on ne perde jamais en qualité. Donc, et c'est la capture d'écran que vous voyez là, c'est un des nombreux dashboards sur le tableau de suivi de la qualité de nos liens avec donc nos objectifs et la manière dont ça évolue, puisque toute baisse même d'un pourcentile déclenche des alertes chez nous immédiatement et nous impose d'aller détecter enfin, identifier le problème et vérifier ce qui se passe. Et donc, il y a toute une partie de maintenance technique. Et donc, qui inclut de la de la veille pour s'assurer qu'on soit à la hauteur des attentes de nos clients en permanence. Peut-être une ouverture pour vous permettre de l'inspiration si vous avez des questions. Mais donc, tout ça, c'est un exposé assez à jour des techniques qui existent aujourd'hui. Évidemment, pour demain, on parle beaucoup des fameux modèles de langage large language models, le fameux ChatGPT et ainsi de suite. Euh, pour avoir fait des tests très personnels sur des différentes technologies qui sont, enfin, des différentes technologies plutôt, de ChatGPT lui-même et des variantes fine-tunées sur le droit français qui ont été annoncées récemment par quelques initiatives plutôt personnelles sur le web de ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous, on est assez, enfin, on ne croit pas encore à l'utilisation massive des LLM pour retranscrire ces liens. En revanche, on pense que ces modèles vont être assez utiles pour faire du travail de fond et potentiellement se mettre à la place de certaines de ces couches qu'on a vues derrière. Par exemple, une fois qu'on a identifié une entité, le LLM peut permettre de faire cette étape de matching, de détection, d'identification, peut-être de manière plus efficace. Donc, on est en train de regarder tout ça avec attention. Aujourd'hui, on n'est pas encore confiant dans la génération de contenu juridique pour nos clients sur cette base-là. On pense que la technologie est juste pas assez mûre, et en tout cas pas assez entraînée sur le droit français. En revanche, le traitement général du langage devrait permettre de faciliter certaines de ces tâches que j'ai explicitées juste avant.